Laurent Bell, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Merci de nous recevoir dans votre si emblématique lieu culturel parisien. Et merci de prendre de votre temps. Merci beaucoup. Alors je voudrais commencer par une citation. Une citation de Descartes. Un jour on posait la question à Descartes de savoir qui il était. Sa réponse fut très subtile, puisqu'il a simplement répondu « Je pense, donc je suis ». Et vous, Laurent Bell, qui êtes-vous? Je suis, on va dire, un ami des musiciens. Je suis quelqu'un qui est né il y a maintenant près de 70 ans Ah oui. dans la région lyonnaise et qui est rencontré un peu après 20 ans de manière directe la culture, puisque j'ai eu la chance de m'engager peu après 25 ans, d'abord dans des aventures théâtrales et très vite dans la musique. La musique pour moi c'était à l'époque la création, les compositeurs vivants et le fait d'essayer de promouvoir une nouvelle génération. Et puis j'en suis pas sorti, donc je me définis à travers mon engagement dans la musique. C'est une belle définition et à travers votre présentation, vous abordez les questions que je vais vous poser, donc vous faites une belle transition. Vous venez de définir la musique comme des compositeurs vivants. C'est votre définition que vous avez donnée. Cependant, la musique, il y a aussi des compositeurs qui nous ont précédés. Quelle est votre première définition de la musique que vous pouvez donner? Qu'est-ce que la musique pour vous? Moi, je n'ai pas tellement besoin d'en changer, au sens où quand on parle de compositeurs vivants, très souvent, les commentateurs passant par là, on voit des formes nouvelles en rupture avec le passé. Moi, je ne vois pas la même chose. Pour moi, un compositeur vivant, c'est quelqu'un qui a observé le passé, l'a analysé, a tiré des répertoires précédents ce qui peut nourrir son imaginaire, et donc, dans l'œuvre, je vois plutôt ce qui nous relie avec le passé que ce qui nous couperait de notre héritage, de notre patrimoine. Donc, ma définition de la musique, c'est que c'est un art qui a la double caractéristique de rassembler, parce qu'il passe au-dessus de certains obstacles que peuvent être par exemple les différences entre les langues, mais c'est aussi un art qui peut diviser, parce que quand on regarde la réalité, on va dire que une partie de la population, une partie des citoyens se sent coupée d'un certain nombre de formes musicales, et que finalement les mélomanes finissent par s'approprier des pans entiers du répertoire et de la création. Donc il y a cette ambivalence dans la musique. Cette ambivalence. Et alors, comment réagissez-vous à cette définition de Victor Hugo? Il va définir la musique de la manière suivante. La musique est la vapeur de l'art. Elle est à la poésie ce que la rêverie est à la pensée, ce que la fluidité est au liquide, ce que l'océan des nuées est à l'océan des ondes. Alors,
On sent très arriver la poétique aussi. période romantique. Voilà. Et donc on sent, à travers cette définition, une vision d'une musique qui trouvera son climax dans le Gesamtkunstwerk, c'est-à-dire l'œuvre d'art totale wagnérienne, si on veut, la musique, ce qu'au d'ailleurs on a conféré à la poésie pendant longtemps, étant un art au-dessus des autres arts, d'une certaine manière. Alors, c'est vrai que la musique amène souvent à être mise en parallèle avec une dimension d'élévation. Et à cet égard, on peut reconnaître à tout le XIXe siècle notamment, d'avoir contribué à une vision en quelque sorte voilà, d'un art émancipateur. Oui. Bon. Ensuite, là aussi, il faut penser aux ambivalences. C'est un élément, on va dire, d'avancée, mais c'est en même temps peut-être une vision restrictive par rapport au siècle des Lumières, qui lui avait une vision plus universaliste d'une certaine manière et n'érigeait pas de manière aussi hiérarchique les arts les uns par rapport aux autres. Et d'une certaine façon, je pense que l'un des enjeux de la société aujourd'hui, c'est peut-être non pas de mettre à distance, mais enfin de prendre en considération cet acquis du XIXe siècle, mais d'essayer aussi d'en appeler parfois à un retour aux valeurs du siècle des Lumières. Oui, alors je vais en reparler de ce siècle des Lumières, de ce siècle de l'humanisme, l'humanité. Je voudrais, vous me faites penser à Baudelaire quand il affirme que la musique creuse le ciel. Est-ce que la musique a cette dimension métaphysique? Est-ce qu'elle nous élève? Vous venez dire qu'elle nous élève, et en quel sens nous élève-t-elle? Ben, je pense déjà que même si on peut retrouver ça dans toutes les formes artistiques, la littérature, la poésie, les arts plastiques et autres, il y a quelque chose par essence qui est assez abstrait dans la musique. Et bien sûr, il y a des points d'appui pour appréhender une œuvre musicale, la mélodie, le rythme, la récurrence, la répétition, qui permet de se situer dans le développement temporel d'une œuvre. Mais enfin, disons que de tous les arts, c'est l'un de ceux qui peut-être offre le plus de liens possible avec cette forme d'abstraction. Encore une fois, évitons les caricatures. Vous avez des poèmes symphoniques qui prétendent relayer la description d'une histoire donnée. Mais si vous prenez par exemple une comparaison très triviale, je pensais notamment à la question de l'écologie, des catastrophes environnementales. Si vous regardez un film sur les catastrophes environnementales, on va vous décrire le monde réel, peut-être en l'amplifiant, peut-être en créant une espèce d'imaginaire autour. Bon. Tandis que la musique, elle, ne cherche pas, si elle fait une symphonie sur les tempêtes ou sur les saisons et autres, ce ne sont pas des saisons objectives, ce sont plus des fils conducteurs abstraits. Donc c'est dans ce sens-là, je pense que la musique laisse le plus grand espace à son auditeur, et en même temps, pour que cet auditeur ne décroche pas, il faut que lui-même fasse un effort pour aller vers elle, et donc il est amené lui-même à creuser un sillon important. Exactement, et cet espace,
C'est superbe, je trouve, c'est hyper intéressant ce que vous dites. Et cet espace dont vous parlez, pourrions-nous donner un synonyme qui serait la liberté? Est-ce que cet espace, c'est la liberté? Autrement dit, est-ce que la musique nous rend libres? Libres de nous évader, libres aussi de penser? Si votre disposition est d'être libre, la musique vous rendra libre. Si votre disposition est plus vers une forme ou une autre, quel que soit, à un moment donné, d'asservissement, de réminiscence, vous allez utiliser la musique comme une Madeleine de Proust. Donc, je me souviens d'eux, je me rappelle. Donc, à la limite, chez un certain nombre de mélomanes, la musique apparaît pour eux comme une liberté parce qu'elle les abstrait du monde réel, mais elle est un enfermement, car d'une certaine manière, ils voudront toujours réentendre la même mélodie qui leur suggère le temps passé dans lequel il se passait telle ou telle chose. Bon. Donc, on ne peut pas dire que la musique en soi saurait la liberté, puisque le dire, ça serait lui donner une valeur décontextualisée des autres éléments. Or, bien sûr, quand le créateur écrit la musique, quand le compositeur l'écrit, il a besoin de se sentir en élément de détachement par rapport au réel, et il a la sensation, au moment de créer, très souvent, d'imaginer un monde en rupture. Mais la réalité, elle n'est pas celle-là. La réalité de l'œuvre qui est donnée, c'est qu'elle existe quand un collectif, des individus peuvent se la réapproprier en l'écoutant. Et donc, ça renvoie à la question de chacun d'entre nous qui écoute une musique, on n'y puise pas les mêmes choses. Vous allez épuiser une liberté là où je vais passer à côté, où tel autre va y voir au contraire quelque chose d'enfermant, parce qu'il va identifier, penser à toutes les musiques qui ont pu être créées justement dans ce siècle romantique et qui ont été des hymnes au nationalisme d'un certain nombre de pays. Alors oui, c'est une forme de libération pour les États qui se développent, de Verdi à l'Europe centrale, mais c'est aussi une forme d'enfermement. Et donc finalement, est-ce qu'on peut dire que la musique, c'est un miroir de l'homme? On est dans un cercle d'anthropologie, donc de la connaissance de l'homme. Est-ce que, une question tout à fait personnelle, est-ce qu'à travers la musique que vous écoutez, vous apprenez continuellement, vous découvrez continuellement? Alors, découvrir ça, je pense, si on est en mouvement. Encore une fois, je ne nie pas l'intérêt d'écouter les œuvres du passé, puisque c'est grosso modo 80% de ce que nous faisons, mais il faut le faire en veille et en mouvement, en essayant d'entendre des nouvelles choses, comme si on était devant une œuvre nouvelle, en quelque sorte. Donc, dans ce sens-là, la musique, elle joue un rôle d'activation très forte sur la personne. Mais encore une fois, je pense, quitte à peut-être me tromper, on ne peut pas définir la musique en soi. La musique va de l'acte de créer à celui de communiquer, et celui de communiquer, il intègre celui qui va écouter la musique. Donc, on est obligé, pour appréhender le phénomène musical, d'accepter l'idée qu'il y a un contexte donné et que la musique peut changer de sens en fonction du changement du contexte. Non seulement ça n'a pas le même sens de vous à moi, mais vous verrez des musiques qui n'ont pas le même sens d'une période historique à une autre. Voire même, on peut se poser la question, si vous prenez une civilisation ou une culture dont les attendus restent, parce que dans le monde globalisé c'est de plus en plus difficile, mais restent très éloignés des nôtres, il n'est pas sûr que la musique telle que nous la voyons aura les effets attendus. Un ethnomusicologue, Shimra Arom, a travaillé la question
dans le travail de terrain qu'il a mené avec des musiciens pygmées, en faisant écouter Mozart, et il n'a pas vu le début du commencement de sourcillement de l'œil, et lui-même, face aux musiques pygmées, a dû travailler 2 ou 3 ans pour en comprendre les fondements, voir comment chaque musicien rentrait, quelles étaient les modalités d'organisation, et commencer à voir son plaisir grandir. Donc, je pense que si on est en mouvement, notre goût de la découverte musicale va se développer, peut-être même nos goûts musicaux eux-mêmes vont varier, moduler. Telles œuvres qui paraissaient inaccessibles, subitement peuvent devenir quelque chose qui vous est familier. Et c'est ça l'intérêt d'ailleurs, c'est d'être toujours constamment surpris. Oui, c'est ça, être surpris, être en mouvement, et cette mise en mouvement, pouvons-nous dire qu'à travers la musique, nous sommes, ou la musique nous conduit peut-être dans un hors du temps, dans un intemporel, parce que voilà, que ce soit la musique du passé, la musique présente, la musique peut-être que nos compositeurs dans le futur nous offriront. Quelle est cette conception du temps à travers la musique? Alors oui, ça, c'est vrai que la musique a cette vertu de proposer en quelque sorte un temps spécifique. Je suis devant une œuvre d'art, je perçois peu ou prou cette œuvre d'art dans une globalité, et après je peux m'attacher à tel ou tel détail sans chronologie préétablie, et selon les personnes qui regardent le tableau, elles se cristallisent sur tel ou tel point de détail. La musique, sauf des expériences extrêmes qui ont pu être proposées, celles de John Cage ou un certain nombre qui ont voulu en quelque sorte perturber l'ordre naturel ou pas, j'en sais rien des choses, mais la musique s'appréhende dans une chronologie, en tout cas dans le monde du concert. Vous pouvez bien sûr totalement modifier cette chronologie quand vous êtes tout seul sur votre ordinateur ou même devant un disque, puisque vous choisissez la plage que vous voulez. Vous pouvez les écouter à l'envers, à l'endroit, mais disons, en règle générale, ou le plus souvent, la musique s'appréhende dans un ordre édicté par le compositeur, et ce déroulement temporel, le fait que les musiques classiques s'expriment sur un temps qui est devenu de plus en plus long, même si c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des allers-retours. À la Renaissance, c'est très long. Après, les œuvres symphoniques se cristallisent autour de 20 minutes, avant de faire 75 minutes et autres. Mais c'est vrai que la musique a cette faculté-là, à cause de ce temps-là, de vous proposer un voyage dans lequel le temps objectif s'évanouit. Ou le temps objectif vous paraît une éternité parce que vous n'arrivez pas à rentrer dans ce voyage. J'ai vu les deux, et tout individu à un moment donné connu les deux. C'est la même chose d'ailleurs devant une pièce de théâtre, où vous vous laissez emporter par le propos, ou vous en sortez. Devant tout art finalement. Devant tout art, et puis ça dépend complètement de votre pratique. Si vous avez une pratique où vous allez 200, 300 fois au spectacle par an, vous avez des modes d'appréhension de la musique différents de quelqu'un qui appréhende plus rarement cette forme et peut être dans un état d'éveil et d'émerveillement plus salutaire que le vôtre, d'une certaine manière, où vous allez avoir tendance même sur une œuvre donnée à rentrer, à sortir, à re-rentrer, selon ce qui vous semble être à tort, les temps faibles, les temps forts. Tout à fait, mais alors au niveau de cet éveil,
Faut-il être éduqué pour apprécier une œuvre musicale? Alors, Est-ce qu'il y a une éducation? la réponse, elle est à la fois non et oui. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas laisser croire que la musique serait le territoire des personnes prétendument éduquées, Oui. ne serait-ce que parce que je connais des personnes prétendument éduquées qui n'entendent rien à la musique et qui ne voient pas même, et là ça pose des problèmes plus graves, qui ne voient pas même l'intérêt Ah oui. de défendre la musique pour les jeunes, par exemple. Bon. Donc, à cet égard, vous pouvez tout à fait apprécier la musique, être ébloui en venant la découvrir pour la première fois de votre vie à 25 ans, mais en même temps, je considère que la musique devrait jouer un rôle plus important dans le développement du futur citoyen. Et si la musique était plus mise en œuvre au niveau des enfants et des adolescents, je pense que nous aurions des effets bénéfiques, les uns pouvant être des effets liés à l'empathie, à l'intégration sociale, et les autres sont des effets cognitifs qui ont déjà été repérés et qui s'avéreraient à la fois importants, mais qualitativement pouvant beaucoup aider un certain nombre de jeunes, pas simplement dans l'apprentissage des langues étrangères, par exemple, mais les dernières études cognitives montrent des points de corrélation avec une appétence aux mathématiques, par exemple. Oui, c'est ça. Mais alors, dans ce cas-là, cité de la musique, vous avez les trois pôles. Hein. Vous avez le pôle des concerts, la salle de concert, le musée, et puis le côté de l'éducation aussi, l'éveil à la... Mettons le concert du côté de la création, par exemple, même, encore une fois, même quand il s'agit du patrimoine passé, les interprètes qui jouent sont en acte de création. Voilà. Ils réinterprètent une œuvre du passé. De toute façon, c'est jamais la même chose tous les soirs. Bon. Et mettons le musée du côté du patrimoine et de la recherche, parce que sur les instruments du passé, beaucoup de recherches sont menées pour essayer de comprendre, de les modéliser, de comprendre comment ces instruments ont pu traverser les siècles, qu'est-ce qui fait leur valeur, etc. Et puis le troisième pôle, c'est effectivement la transmission, qui elle-même est à aborder sous un double angle. Il y a ce que nous faisons en ce moment, parler, échanger, le débat, la rencontre, les échanges directs avec les artistes. Bon. Et il y a la découverte, l'initiation de la pratique musicale. Et là, encore, dans l'initiation de la pratique, il faut faire la part des choses entre ce que tout citoyen d'un pays donné devrait pouvoir appréhender dans son enfance, c'est au moins une fois ou l'autre avoir été mis en contact physique avec les instruments, donc ça c'est vraiment l'initiation, et puis l'apprentissage permet à certains d'entre eux d'aller un peu plus loin. Bon, bien sûr on a des structures pour faire ça, on a des conservatoires et autres, mais dans le monde dans lequel nous vivons, il y a, dans les sociétés modernes, dans absolument toutes les sociétés occidentales, mais pas que occidentales malheureusement, un grand nombre d'enfants qui sont dans des situations, dans un cadre de vie qui ne les encouragent pas, ne leur permettent pas d'aller directement dans les conservatoires. Donc c'est là où on peut trouver des formes d'approche de la pratique instrumentale. Et est-ce qu'alors cette différentes approches que vous proposez, pourriez-nous parler d'une, j'ose utiliser ce mot-là, peut-être une démocratisation de la musique classique? Parce que pour les jeunes actuels, cette musique, comment essayez-vous finalement, cette appétence qu'ils auraient pour cette musique, quel est ce lien que vous pouvez faire? Alors, disons, derrière le terme démocratisation, là encore, tout est question de contexte.
pendant une certaine période, on va dire dans les moitiés du XXe siècle jusqu'à la fin des années 70 et autres, ce terme recouvrait beaucoup le fait d'être mis directement en contact avec les œuvres. Oui. Bon, ces œuvres pouvant être théâtre, musique, musée. Bon. C'est une forme de démocratisation si vous arrivez à mettre un grand nombre de jeunes et d'adultes en contact. Bon. Il y a tout un discours consistant à dire, certainement à juste titre, puisque les sociologues ont mené un travail, qu'en fait, cette démocratisation-là ne s'est pas vraiment opérée et que l'accroissement de l'offre artistique et culturelle aujourd'hui est plutôt lié au fait qu'un certain nombre de citoyens ont plus d'activités culturelles et non pas au fait que plus de citoyens aient des activités culturelles. Donc, on traduit par là une forme, sinon d'échec, mais du moins de limite de la démocratisation. D'où, me semble-t-il, l'importance de croiser cette dimension de mise en contact direct avec une seconde approche qui est ce qu'un musicien un peu philosophe anglais appelait musiquer, par exemple. C'est-à-dire, la musique, c'est musiquer, c'est faire soi-même de la musique et pousser, donc, dès le plus jeune âge, les enfants à être en contact corporel avec la musique. Même si ce n'est pas pour en faire un musicien professionnel ou pour aller très loin dans l'approche, c'est simplement pour permettre à tous les futurs citoyens de se faire une idée et de modifier certaines représentations négatives. Alors sur ces représentations-là, en plus, il faut savoir que le travail qui est fait maintenant permet de dire que jusqu'à l'âge de, selon les enfants, 8 ans, 10 ans, 11 ans, ça dépend, il n'y a pas de représentation négative parce qu'il n'y a pas encore d'appropriation de culture générationnelle. Oui. Donc les représentations négatives, elles peuvent être dans le cercle familial ou dans ce que véhicule l'école. Il ne faut pas croire que l'école soit que virtueuse là-dessus au niveau des enseignants et autres. Souvent, ils ont une approche rébarbative de la musique. C'est ça, voilà. Donc, bien évidemment, ça ne va pas aider l'enfant. Bon. Mais l'enfant, lui, si vous le mettez dans un contexte où vous lui dites, voilà, ça c'est un orchestre, tu vas rentrer dedans, tu vas t'asseoir et tu vas prendre l'instrument, on va t'expliquer comment ça marche, ça n'est pas rébarbatif, le solfège viendra en parallèle, on n'est pas obligé d'avoir des prérequis. Jusqu'à 12-13 ans, les résultats sont assez exceptionnels. D'accord. La difficulté, c'est quand vous voulez démarrer ce processus à l'adolescence, où là, il y a un certain nombre de positionnements qui sont déjà figés. Là, c'est beaucoup plus difficile. Là, ça repose beaucoup plus sur la volonté personnelle de l'enfant. Mais jusqu'à cet âge, c'est là où il faudrait faire le maximum d'efforts, en fait, pour déployer toute une série d'initiatives. Bon, nous, on en fait quelques-unes parce qu'on a créé une soixantaine d'orchestres d'enfants. Donc, effectivement, si un certain nombre d'institutions culturelles, artistiques font la même chose, pas des orchestres, mais d'autres choses et autres, on peut arriver à avoir un maillage du territoire plus fort que ce n'est le cas aujourd'hui, et aussi à veiller à corriger certains déséquilibres, puisque il est certain que si on a la chance de vivre dans un milieu plus favorisé, encore une fois, les accès que représente un professeur privé ou le conservatoire sont plus faciles à mettre en œuvre. Donc, il est normal dans cette stratégie-là de s'orienter et d'essayer de trouver des formes qui favorisent les enfants vivant dans des quartiers défavorisés, par exemple. C'est ce que vous faites à travers... Exactement. Oui. Alors, je voudrais... le temps passe malheureusement, j'aurais beaucoup d'autres questions à vous poser, mais peut-être une question du lien entre la philosophie et la musique. La philosophie, l'étymologie, c'est l'amour du vrai, du beau, du bien. La musique, c'est l'amour de quoi ?
Ben, C'est pas une question piège, oui, hein, mais je dirais on va dire, dans les mots qui tournent autour de la musique, on voit assez une question d'amour de l'harmonie, par exemple. oui, La musique est souvent présentée comme... ça rejoint toujours la même chose, la musique rassemble, la musique... bon, ce qui est une part de vérité. Et donc, mais une fois qu'on a dit cela, c'est comme si on dit le beau. Le beau n'est pas le même pour vous que pour moi, et l'harmonie n'est pas perçue de la même manière c'est ça. selon les personnes qui parlent. Bon. Donc, l'autre dimension également, quand on essaye de créer des mises en relation entre musique et philosophie, on est obligé de constater que, à part de manière très lointaine, très peu de philosophes s'intéressent à la question musicale de manière fouillée, approfondie et haute. Ce sont deux mondes qui semblent assez parallèles. Oui, même si quand même dans l'Antiquité, dès l'Antiquité, avec Pythagore, la gamme Oui, bien sûr, pythagoricienne, bien et puis sûr. j'aime beaucoup cette expression de Vladimir Yankelevitch qui parlera de la musique comme de la parole de l'ineffable. Il y a quand même une réflexion, la musique parle, Oui, la musique communique, nous permet de oui, communiquer. Et de ce fait, il n'y a pas de communication sans humain, et il n'y a pas d'humain sans culture. Laurent Bell, ma question est la suivante. Quelles sont les valeurs humanistes que nous offre la musique? j'aurais tendance alors, bien sûr, il y a un socle. Le socle, c'est que la culture met en relation deux éléments que la société divise, l'individu, le collectif. Oui. Donc, ne serait-ce qu'à travers ça, il y a une leçon, en quelque sorte, dont la société ferait bien de s'inspirer, puisque c'est ce qu'elle n'est pas capable de faire, en caricaturant à peu près. Bon, donc ça, c'est un élément donné. Et d'ailleurs, toutes les métaphores sont connues, jusqu'au film de Fellini, Prova d'Orchestra, où quand la société ne marche pas, on voit l'orchestre qui se déglingue et tout part à volo, quoi. Plus personne ne contrôle plus rien. Ça. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il y a un vrai message. Bon. L'autre message, c'est dans le contexte, en quelque sorte, dans lequel s'exprime la musique, c'est-à-dire les musiciens. Les musiciens sont associés à l'idée de l'échange, du voyage, du déplacement, depuis la nuit des temps des troubadours aux compositeurs qui ont fait Handel à l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre après. Bon, on peut multiplier les exemples. Quand on discute aujourd'hui par rapport aux gens de théâtre, par exemple, vous avez beaucoup d'aventures musicales, d'orchestres et autres. La moitié presque de leur activité pourrait se faire aux quatre coins de la planète, Oui. ce qui est moins le cas du théâtre. Ce qui est d'ailleurs très très drôle, c'est que cette dimension qu'on a beaucoup jugée comme étant une dimension humaniste, positive, même s'il est caricaturé par certains comme citoyen du monde avec des sous-entendus et Tout à autres, fait, bon, oui. mais cette notion-là, certains essayent de la discuter à cause de l'épidémie aujourd'hui, en disant l'épidémie nous renvoie au local. Bon, moi je suis obligé chaque fois de dire attention, faites attention à ce que vous dites, la musique doit se nourrir de cette dimension planétaire et doit être un exemple de capacité à échanger, même là où les gens n'arrivent plus à se parler. Si vous prenez l'orchestre israélo-arabe que Daniel Barenboim a créé, le West Eastern Divan Orchestra, il met dedans des jeunes arabes et des musulmans et des juifs, non pas pour faire un nouvel individu qui serait un mélange... non, c'est simplement pour que chacun assume
son identité tout en acceptant de pouvoir vivre avec celle de l'autre. Bon, la musique, là-dedans, peut apporter quelque chose de fort. Ensuite, encore une fois, il faut éviter toute position qui deviendrait utopiste et de ne regarder la musique que sous cet angle, parce que, bien évidemment, la musique, elle est non seulement le reflet, mais l'expression d'une société. Et donc, vous avez des périodes de repli, vous avez des périodes de régression, pendant lesquelles la musique peut aussi jouer un rôle conquérant. Certains hymnes sont des hymnes de conquête, ou jouer un rôle d'identification, de supériorité de certaines cultures par rapport à d'autres. Alors à son corps défendant. Parce qu'on a beau parler de Wagner, il faut quand même rappeler qu'il ne vivait pas à l'époque nazie. Donc quand le réalisateur américain dit, quand j'entends Wagner, je pense qu'on est en train d'envahir la Pologne, c'est un raccourci un peu rapide. Moi, je préfère la formule de Barenboim qui veut que Wagner se joue en Israël. Vous voyez, ah oui. comme message. C'est ça. Mais, encore une fois, c'est un chercheur qui a écrit un livre sur Beethoven et la 9e symphonie et qui explique très très bien ça. C'est-à-dire que cette symphonie est passée par tous les étages et toutes les étapes depuis sa création, c'est-à-dire en presque 2 siècles, pas loin. Vous avez les dictatures qui s'en sont saisies, l'Aude à la joie, hein, et les démocraties, et puis après ça devient l'hymne européen, mais la musique a cette flexibilité, cette ductilité que, heureusement, malheureusement, on peut lui faire dire des messages opposés. Elle ne dit pas forcément en soi ce qu'on veut qu'elle dise. En revanche, je peux, moi, entendre ce que je veux entendre dans cette musique. Mais c'est Nelson Mandela qui dit que la musique est très politique, dans le sens où elle réunit les peuples. Elle va rassembler. Tout à l'heure, vous parliez de ces rassemblements des peuples. Elle va les rassembler ou les diviser. Ou les diviser, finalement. C'est vrai. Dans ce sens-là, elle est politique. Alors après, il y a un autre niveau dans la conversation, c'est le niveau d'une musique qui serait politique en soi, parce que le simple fait de la jouer créerait le rassemblement, et une musique qui est commandée ou que l'artiste écrit parce qu'il est sous le coup d'un engagement. Il se sent engagé par une cause. Ce sont là des postures différentes. Et il y a notamment un compositeur de la seconde moitié du XXe siècle, Luigi Nono, qui s'est senti très engagé dans les combats de libération en Amérique du Sud, voire même en Algérie par rapport à la France et autres, et qui est allé très loin dans son engagement, en essayant de rien perdre de la complexité de son langage, donc en n'écrivant pas une musique avec un refrain pour qu'elle soit compréhensible par tous, parce que c'est un autre problème. Quand vous voulez faire une musique, de la politique avec la musique, vous vous heurtez au problème qu'on va vous demander qu'on comprenne votre message. Tout à fait. Or, lui acceptait la première partie, je suis engagé, mais refusait la deuxième, le message doit pouvoir connaître un grand succès. Donc oui, il y a plein de tensions, dis-moi, sinon de contradictions, mais du moins de tensions réelles dans justement cette approche du lien musique et société, musique et politique, oui. On peut faire toute une thèse et on trouverait plein de future thèse, une autre thèse, plein d'exemples voilà, et y compris d'ailleurs pour le même compositeur, il y a des séquencements, des périodes, on n'a pas le même engagement de A à Z. Donc là, il faut se mettre d'accord sur à quel niveau on s'adresse quand on parle de musique et société.
Mais c'est vrai, vous pouvez prendre tous les sujets. Quels sont les sujets principaux qui traversent la société aujourd'hui? Vous avez la mondialisation, bien sûr. Vous avez l'environnement, l'écologie. Tout à fait. Vous avez le sacré et le profane, ou le laïque et le religieux. Et vous avez les mutations technologiques. Là, vous avez un cocktail. Okay. Il ne suffit plus que d'allumer la mèche et puis c'est parti. Bon, l'histoire de la musique est pleine d'exemples de rendez-vous qui peuvent être connectés avec les thèmes que je viens de vous énoncer. C'est ça. C'est passionnant. Laurent Belge, je vous écouterai pendant des heures. Malheureusement, l'interview va s'achever. Cependant, il y a une question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. Nous avons entendu un chat miauler. Un petit chat, c'est extraordinaire. Ma question, quand je l'ai entendu miauler, je me suis dit, mais le chat, c'est naturel, ça fait partie de la nature. Est-ce que le bruit du chat, le miaulement du chat, le bruit des oiseaux, de tous les animaux, c'est une musique? À partir du moment où vous l'organisez, c'est-à-dire c'est un matériau Oui. dont vous pouvez vous servir dans une musique. Plein de compositeurs, notamment les oiseaux, ça c'est un élément très fréquent et très présent dans la musique, soit à travers Olivier Messiaen, les instruments organisaient les sons de la nature et des oiseaux, soit à travers, ce que j'ai cité tout à l'heure, des manipulations technologiques que vous pouvez utiliser. Bon. Mais le miaulement que vous avez entendu ne définit pas la musique. On ne peut pas dire que c'est une musique naturelle. Non, parce que d'abord, méfiez-vous du mot naturel, oui. Parce que ça laissera entendre qu'il y a des musiques qui ne le sont pas. Ça, c'est la thèse, ça une autre discussion c'est la thèse de certaines personnes, c'est que dès qu'on dépasse la mélodie et autres, on sort du modèle naturel, etc. Bon. Et je ne suis pas sûr que ceux qui défendent les modèles naturels seraient d'accord d'écouter un concert de miaulement. Donc, non, la musique, c'est l'art d'organiser les sons. Donc il faut qu'il y ait un travail d'organisation, vous pouvez vous en servir, mais voilà. Comme vous avez un compositeur au début du XXe siècle, il a senti des limites, il n'arrivait pas à trouver son langage en vivant en France. Il est arrivé aux États-Unis début des années 20, et ses œuvres, il s'agit d'Edgar Varèse, reproduisent les bruits de la ville, les sirènes, et donc il prend des sons ambiants, urbains, alors est-ce que c'est naturel ça ou pas, des sons industriels aussi, et il les traduit en musique, mais il y a la translation du travail d'organisation. Est-ce que, à votre avis, on peut parler d'une bonne ou d'une mauvaise musique? Parce que parfois on entend, c'est une bonne musique, elle me transcende, elle me fait vibrer. Et certaines fois on entend, mais je n'aime pas cette musique, donc je la qualifie comme de mauvaise musique. À votre avis, y a-t-il une bonne ou une mauvaise musique? C'est un raccourci, on va dire, du langage, qui fonctionne quand on est dans un cercle de personnes qui se connaissent, parce que ça permet d'échanger sans avoir à refaire l'histoire de la musique. Mais c'est comme la question du beau, vous voyez. Vous allez dire 50 fois c'est beau, c'est moche, ce bâtiment, la Philharmonie, j'aime pas, c'est moderne, ou l'inverse. Bon, mais c'est pas parce que vous allez le trouver moche qu'il est moche. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc il faut faire très attention par rapport à ça. Non, il peut y avoir Donc moi je pense qu'il faut pas trop porter attention à ça, ça fait partie du langage quotidien. On peut peut-être, pour trouver un point d'équilibre, énoncer que un certain nombre de musiques qui correspondraient à des attendus complètement extérieurs à l'art et à la recherche individuelle, mais qui seraient
complètement inféodés à des dimensions de marché, de commerce et autres, sont très souvent des mauvaises musiques. Oui. Bon, mais elles sont des mauvaises musiques parce que à l'écouter, vous voyez la pauvreté de l'imagination, la pauvreté de ce qui a été mis en œuvre et même de la qualité sonore, quoi. Bon. Après, bien entendu, la pauvreté ne définit pas une mauvaise musique. Vous avez Erik Satie, c'est pauvre aussi, mais on ne va pas dire que c'est une mauvaise musique. Vous voyez, donc, il faut faire très attention, ce sont des débats glissants. Mais néanmoins, ce ne sont pas des débats qu'il faut rejeter, au sens où il faut également se méfier d'une approche qu'à force de rien oser dire, rien oser juger, parce qu'effectivement, il y a une vraie question qui est posée, c'est de ne pas mettre en avant le primat de certaines cultures sur d'autres, ça on est bien d'accord, mais à partir de là, on peut arriver à une position où on ne peut plus rien juger, ni même d'une qualité d'une musique par rapport à une autre. Or, il faut bien quand même s'engager auprès d'un compositeur plutôt que d'un autre, il faut bien avoir des critères qualitatifs. Donc, je ne mets pas de doigt accusateur sur ce type de jugement s'il est formulé de façon non péremptoire et non pas à des fins d'éliminer tel ou tel. Laurent Bell, une dernière question pour tous les jeunes, les milliers de jeunes qui vous écoutent, qui actuellement vivent des moments extrêmement difficiles. Quel est le message d'espérance que vous pouvez leur offrir ? Ben d'abord, l'idée que l'année et demie, presque les 15 mois passés, leur ont fait franchir la plus grande partie de l'obstacle, de la souffrance, et que à partir de très certainement l'été prochain, on va remonter la pente. Pour moi, c'est une évidence. On va remonter la pente parce que la science nous permet de le faire et que le degré d'immunité va quand même évoluer, même si il faut certainement une année pour que ce soit le cas sur l'entièreté de la planète. C'est là où est le principal souci. Et je pense aussi qu'on va remonter la pente parce que là, actuellement, je sens, et chez les jeunes notamment, bien sûr, sous couvert d'être assez désabusé, en fait, une volonté de repartir. Oui. Je suis persuadé de ça, c'est-à-dire que même ceux qui énoncent les pires critiques et qui donnent l'impression d'avoir un discours défaitiste, au fond d'eux-mêmes, c'est peut-être pour conjurer les choses, et au fond d'eux-mêmes, dès qu'on va aller vers la reprise, je suis persuadé qu'il va y avoir un engagement quand même très fort. Ils ont cette volonté de... Ouais. Donc, moi, le message, c'est de dire d'avoir confiance en soi. D'avoir confiance en soi. C'est sur ces belles paroles, Laurent Bell, merci de m'avoir reçu. Merci vraiment pour la passion que vous transmettez, la passion de la musique, la profondeur de votre réflexion. Et permettez-moi de terminer en donnant la parole à Wagner. Richard Wagner qui souligne « La musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots ». Alors si je puis me permettre, arrêtons de parler, non pas parce que ce que vous avez dit était inintéressant, bien au contraire, mais attendons avec impatience la réouverture des salles de concert pour enfin écouter cette musique, celle qui nous fait vibrer, celle qui nous fait avancer et celle qui nous fait devenir qui l'on est. Un infini merci. Merci beaucoup. Merci.